Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place désormais à notre grand angle. Roland Lescure est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes député français, La République En Marche. Vous êtes député des Françaises et des Français d'Amérique du Nord. Vaste circonscription. Vous partagez votre vie entre le Québec, beaucoup moins maintenant c'est vrai, mais aussi donc Paris où se trouve l'Assemblée nationale. Et vous êtes président de la Commission des affaires économiques. Commençons par cette petite polémique qui est née aujourd'hui. Le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a assuré qu'il ne dénoncerait pas de responsables politiques s'il avait connaissance de faits de harcèlement sexuel. Il est revenu très vite sur ces déclarations, embarrassant plutôt en pleine affaire Harvey Weinstein, non ? Ce qui est frappant, effectivement, dans l'ensemble de ce qui se passe depuis 2-3 jours, d'ailleurs, c'est qu'on se retrouve enfin face à des paroles qui se libèrent. Moi, j'ai été frappé, d'ailleurs, ça vient d'Amérique du Nord, puisque c'est une de mes électrices, si je puis dire, qui l'a lancé par le succès du hashtag dénonce ton porc, qui est sorti, balance ton porc, pardon, qui est sorti depuis 2 jours et qui a eu un énorme succès. Je pense qu'il y avait besoin de libérer la parole. Il y avait besoin aussi, je pense, d'exposer un certain nombre de travers. Il ne faut pas que ça parte dans la chasse aux sorcières, mais je pense qu'on a besoin de passer dans une autre dimension des rapports de pouvoir entre hommes et femmes qui soit plus équilibrée. Ça prend une petite crise, ça va peut-être prendre même quelques excès, mais moi je les trouve bienvenus, à condition évidemment qu'on puisse passer à autre chose et avoir des rapports plus équilibrés. Il est temps. C'est d'ailleurs le cas pour la plupart des relations que je connais au Canada et au Québec, où on a des relations un peu plus simples et plus équilibrées. La secrétaire d'État française chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a dit cet après-midi qu'elle était pour que l'on rallonge de 20 à 30 ans l'imprescriptibilité pour les plaintes liées au viol et aux agressions sexuelles, mais pas la prescription. Vous êtes d'accord avec elle ? Écoutez, moi, d'abord, je me garderais bien d'entrer dans les détails de sujets juridiques dont je ne suis pas le spécialiste. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose dans les relations hommes-femmes, que les relations de pouvoir ne soient plus aussi, il faut le dire, vérolées qu'elles l'ont été pendant des années partout dans le monde, et que ça prend des vrais changements qui vont être en partie juridiques, qui vont être essentiellement aussi des mœurs et des états d'esprit, et beaucoup d'exemples. Il faut que chacun d'entre nous, on a commencé à le faire quand même avec un Parlement plus féminisé que jamais, mais il faut que chacun d'entre nous, on ait une relation normale, simple entre les hommes et les femmes qui soit plus aussi déséquilibrée qu'elle l'est depuis des années. Et je précise qu'il y aura un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. C'est attendu pour 2018. On va maintenant parler de la prestation d'Emmanuel Macron. Il était très attendu. Visiblement, c'est pas évident. Selon une étude publiée après ce débat, 61% des Français ne sont pas convaincus par le président français. Comment l'expliquez-vous ? Alors, d'abord, moi, ce qui m'a frappé hier, c'est qu'il a une capacité exceptionnelle, je pense unique, à bien remettre les choses en perspective. Il raconte l'histoire globale. C'est ce qu'il a fait pendant la campagne. Entre nous, c'est la raison pour laquelle je l'ai rejoint. Moi, j'ai choisi de réunir, de retrouver, évidemment, un homme, une démarche, mais surtout un programme global et cohérent qui se tenait. Et c'est vrai que moi, ce qui me frappe depuis que je suis rentré en France, en tout cas que j'y passe plus de temps que dans le passé, c'est l'écume des jours. C'est le fait que minute après minute, on a tendance à découper les cheveux en 4. C'est le cas de le dire, si je peux me permettre. Ouais. Et surtout de commenter les mesures indépendamment du contexte dans lequel elles se font. Moi, ce qui m'a plu hier, c'est qu'il a remis les choses dans son contexte, qu'il a raconté l'histoire d'ensemble, qu'il nous a rappelé qu'il avait été élu. L'histoire d'ensemble, alors ? L'histoire d'ensemble, c'est, pour simplifier, libérer, protéger. C'est pas le clivage gauche-droite dans lequel on est un peu en train de se faire à nouveau enfermer, ou en tout cas dans lequel certains essayent de nous enfermer pour nous dire vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous n'êtes pas assez de gauche, vous n'êtes pas assez de droite. C'est pas le sujet. Est-ce que les mots utilisés parfois et qui blessent certaines couches de la population n'engendrent pas aussi ce genre de clivage ? Je balaye totalement cette polémique. Il a évoqué un certain nombre de choses avec des mots qu'on est tous amenés à prononcer dans le privé, dans un cadre privé. Il s'avère qu'ils ont été publicisés, que c'était pas une insulte. Certaines étaient dites en public. Hein. Oui, mais moi je pense qu'aujourd'hui, on peut se consacrer à l'essentiel, l'histoire globale dont je parlais tout à l'heure, qui est aller chercher les mesures les meilleures pour la France là où elles sont, tout en ayant un parler un peu franc, un parler un peu vrai, qui de temps en temps nous rafraîchit un peu, il faut le reconnaître. Alors libérer, protéger, libérer dans quel domaine ? Notamment dans l'entrepreneuriat, c'est ça ? Mais je pense que quels que soient les domaines dans lesquels on regarde, il faut qu'on puisse se dire, est-ce qu'on trouve le bon équilibre ? La loi sur la sécurité intérieure, est-ce qu'on a suffisamment de liberté en France ? Est-ce qu'on est capable de protéger les Français face à un risque terroriste réel ? Moi, je considère que oui, j'ai voté la loi. D'autres peuvent se poser cette question. Évidemment, dans l'économie,
dans la relation avec l'entreprise, il faut qu'on puisse libérer l'entrepreneuriat en France parce que à la fin du compte, j'allais dire à la fin de la journée, comme disent les Québécois, personne dans ce gouvernement, personne dans ce Parlement se lève le matin en disant quel cadeau je vais pouvoir faire aux riches aujourd'hui. La question n'est pas celle-là, c'est comment on met en place des mesures dont l'objectif est de rendre l'économie plus efficace. Mais on sait que même si on y arrive, il y a toujours des gens qui vont rester sur le côté, qui vont rester un peu exclus du développement économique pour des enjeux ou des raisons d'éducation, pour des raisons de handicap, pour des raisons d'âge ou de santé. Et donc il faut pouvoir toujours protéger ces gens-là qui restent sur le côté, mais en se concentrant quand même sur l'essentiel, qui est cet équilibre entre cette libération nécessaire pour passer à autre chose et faire en sorte que l'économie française, enfin, puisse se développer de manière efficace tout en protégeant. L'une des priorités qui tient visiblement à cœur au président de la République française Emmanuel Macron, c'est l'apprentissage et la formation des jeunes, notamment, disait-il hier soir, avec des métiers qui vont être amenés à disparaître. Le Québec, aujourd'hui, s'alarme du manque de main-d'œuvre, 6 000 postes à pourvoir. La France est également touchée par ce fléau. Que faire justement en la matière? C'est quand même un sacré paradoxe. Vous l'avez dit, on manque de main-d'œuvre. On a plus de 10% de chômage, on a des millions de gens qui sont exclus de la force de travail et on manque de manœuvre. Moi, j'ai discuté récemment avec le patron de l'artisanat en France, M. Stalter, un homme fantastique. Il me dit, j'ai 200 000 jobs qui sont ouverts aujourd'hui, je ne trouve pas les gens pour les occuper. Et le défi majeur, il est dans la formation. On a aujourd'hui des gens qui n'ont pas suffisamment de formation pour remplir des emplois qui, eux, sont ouverts et offerts. Il y a un petit enjeu de mobilité géographique aussi, hein, ça a été évoqué notamment à l'occasion des discussions récemment autour de GMS, mais c'est vrai qu'on a besoin d'un peu plus de mobilité géographique en France, d'où les enjeux importants de la réforme de la politique du logement, par exemple. Mais l'essentiel, c'est qu'on a une vraie fracture entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ceux qui ont une formation, ceux qui n'ont pas de formation, ceux qui ont un emploi, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont une protection sociale fantastique et ceux qui en manquent un peu. Et donc c'est cette fracture qu'il faut couper. C'est cette fracture qu'il faut supprimer en France. Et ça passe beaucoup par la formation, l'éducation. Ça commence au primaire, on l'a dit évidemment. Ça se poursuit par la formation professionnelle, y compris supérieure. Et ça se poursuit aussi par l'enseignement supérieur. On vous présente souvent comme l'atout canadien du président français Emmanuel Macron. On imagine que vous lui parlez de ce qui se passe au Canada, notamment au Québec et à Montréal, une place forte notamment dans les nouvelles technologies. En quoi la France devrait-elle, selon vous, s'inspirer du Canada sur le plan économique? Je pense qu'il y a deux, trois leçons à tirer. Il ne faut surtout pas chercher à transformer la France en Canada ou en Québec. Ce n'est pas l'objectif. La France est la France, elle a son histoire, elle a ses géographies, elle a sa culture, elle a son économie. Mais par exemple, sur les méthodes, je vais vous donner un exemple qui concerne à la fois les Canadiens et les Français, le CETA, ce fameux traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Ce traité, il a été négocié pendant 5 ans. Et finalement, il vient d'entrer en œuvre et puis il va être ratifié pas dans les mois qui viennent par les parlements européens. J'ai parlé avec le négociateur canadien, je lui ai dit mais comment ça se fait qu'une fois que le CETA entre en œuvre chez vous, il n'y ait pas tous les débats qu'on a en France? Il me dit c'est simple, ces débats-là, on les a eus avant. Pendant 5 ans, les négociateurs du CETA au Canada, ils allaient dans les provinces, ils allaient dans les régions, ils parlaient avec les industriels, avec les fermiers, avec les gens qui étaient concernés. Nous, on a fait ça en chambre à Bruxelles. Puis une fois que tout a été négocié, on a dit voilà, c'est comme ça, allez-y. Ouais, évidemment, vous ramener à la France, pour le coup, les ordonnances, ça contredit un peu ce mode de communication. Non, parce que d'abord, je pense que le débat sur les ordonnances, il a eu lieu. Il a eu lieu pendant les élections. Il n'y a eu aucune surprise sur le contenu de ces ordonnances. Il a eu lieu pendant l'élection présidentielle, il a eu à nouveau lieu pendant les élections législatives, et il a eu lieu dans l'opinion publique. Mais sur le fait de prendre le temps sur des sujets clés comme la réforme du Code du travail qui vont engager les Français et les travailleurs pour des dizaines d'années, est-ce que ça ne méritait pas plus, à l'exemple du CETA, de prendre 5 ans de travail? Ça fait 30 ans qu'on rajoute année après année des pages et des pages à ce Code du travail. Moi, je pense qu'on était mûrs. On était mûrs parce que le programme avait été bien pensé, bien rédigé, bien publicisé, bien débattu et bien élu. Donc à partir de là, au contraire, pour moi, c'était l'urgence, parce qu'il ne faut pas oublier les résultats de l'élection, pas seulement le fait qu'Emmanuel Macron a gagné, mais qu'il a gagné contre Marine Le Pen. Et que ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est que dans 5 ans, le choix se fasse entre des extrémistes. Et pour ça, il faut qu'on ait des résultats. Alors, outre la méthode québécoise et canadienne dans son ensemble, qu'est-ce qu'il faudrait prendre au Canada pour essayer de transformer la France? On a déjà commencé à prendre quelques petits ingrédients. Donc le rapport à l'entrepreneuriat, par exemple, le rapport à l'entreprise. Moi, quand je suis arrivé au Québec, on m'a dit « fais attention ». Ce ne sont pas des Français qui vivent en Amérique du Nord, ce sont des Américains qui parlent français. Et c'est vrai que de ce fait,
leur rapport à l'entreprise, leur rapport à l'entrepreneuriat est beaucoup plus pacifié que celui qu'on a encore trop souvent en France, qui est un rapport de lutte, qui est un rapport d'insuffisante reconnaissance du succès et aussi parfois d'insuffisante reconnaissance de l'échec. De jalousie aussi? Pas forcément juste de la jalousie, parce que les échecs sont tout aussi montrés du doigt que les succès. Donc c'est plus, on n'aime pas le succès, on n'aime pas l'échec, on aime quelque chose un peu entre les deux. On peut changer ça. Et on a déjà commencé à le faire. On a annoncé, je pense que c'est Gérald Darmanin qui l'a fait, qu'il y aura une année blanche. C'est-à-dire que quand vous lancez une entreprise, vous n'allez pas commencer à verser des chèques à l'administration avant de commencer à travailler. On va vous laisser travailler. Et puis si, au bout d'un an, vous commencez à faire de l'argent, on vous retrouvera et vous pourrez contribuer aux cotisations sociales et autres. Ça existe depuis des années au Québec et ça aide. Moi, j'ai un entrepreneur français qui est venu me voir, qui me dit, tu sais quoi, je suis arrivé au Québec, j'ai monté ma boîte, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller à l'administration pour dire, qu'est-ce que je paye? Et on m'a dit, mais monsieur, rien. Allez monter d'autres entreprises, commencez à trouver des clients, faites de l'argent, on vous retrouvera quand il sera le temps. Et ça, c'est fondamental. Alors justement, vous parlez des expatriés français Ouais. dans votre circonscription. Vous aviez beaucoup parlé, et TV5 Monde était venu à votre rencontre. On se souvient d'un reportage, d'un portrait de vous. Vous aviez beaucoup misé sur la protection sociale, l'éducation, la fiscalité. Vous en parliez à l'instant. 5 mois après aujourd'hui, qu'en est-il concrètement? Il y a des Français établis en Amérique du Nord qui nous regardent. Est-ce que vous allez tenir vos promesses et qu'avez-vous fait depuis votre élection? Oui, on va tenir nos promesses. Puis il y avait un quatrième point très important qui était le rapport à l'administration et notamment l'administration électronique. Donc le président de la République est venu faire un discours devant l'Assemblée des Français de l'étranger, c'était il y a quelques semaines, et il a repris exactement tous ces points-là, sur lesquels on a beaucoup travaillé avec le gouvernement dans les mois d'été pour préparer le programme. Le programme, c'est quoi? C'est faire une mission globale sur l'ensemble de la fiscalité et de la protection sociale dont bénéficient et que payent les Français de l'étranger. Il faut qu'on ait un donnant-donnant, il faut que les Français de l'étranger en aient pour leur argent. Aujourd'hui, c'est très inéquitable. Il faut que du côté de la formation, de l'enseignement, on ait évidemment toujours les vaisseaux amiraux que sont les lycées français qui marchent très bien à l'international, mais complétés par d'autres offres alternatives, plus entrepreneuriales, qui fait que des Français qui vivent à l'étranger pour toujours ne souhaitent pas nécessairement que leurs enfants soient dans le système français, mais qu'ils apprennent le français. Mais là, si on comprend bien, juste pour finir, si Emmanuel Macron réussit son projet, ça veut dire qu'il n'y aura plus beaucoup d'entrepreneurs au Québec, ils vont tous rentrer. Il y en a peut-être qui vont revenir, il y en a peut-être d'autres qui retourneront là-bas pour exporter les entreprises françaises qui auront bien réussi ici et qui pourront attaquer le marché américain. Donc non, tout ça c'est du gagnant-gagnant. Merci beaucoup Roland Lescure, député des Français établi en Amérique du Nord, apparenté donc, et non pas apparenté, mais membre de La République en Marche. Très heureux membre. Merci d'avoir été avec nous sur TV5 Monde. Merci à vous.